En 250 ans, on est passé de ça à ça. Alors voilà ce qui s'est passé. Un jour, l'humain a inventé un chariot qui se déplace à la vapeur, mais le projet a foiré. Le truc avec l'humain, c'est que dès qu'il crée une technologie, il peut pas s'empêcher de la pousser à fond. Alors certains l'ont rendu accessible, certains l'ont voulu confortable, ou simplement pratique, et d'autres ont préféré la rendre puissante. Luxueuse aussi, mais surtout puissante. Et cette quête nous mène à ce qu'on connaît aujourd'hui. En réalité, l'histoire est encore plus cool que ça. Mais pour comprendre comment et pourquoi on a fait tout ça, on a pas mal de routes à faire ensemble. Alors en voiture, Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Mais non, je peux pas commencer mon documentaire comme ça, je suis vraiment un beauf, moi. Avant le début du documentaire, grande nouvelle sur cette petite chaîne. Pour la première fois, il y a un sponsor. Ce qui est trop cool, c'est qu'il s'inscrit totalement dans la veine de cette chaîne. Le sponsor, c'est Nextory, qui est une très grosse plateforme de livres audio et de magazines. Et comme on vous offre 45 jours d'abonnement gratuit avec le lien qui est en description ou ce QR code, je vais vous faire une reco de 3 livres que déjà j'adore et qui sont disponibles sur leur plateforme. Alors ma première reco, c'est un roman de science-fiction, c'est Silo. Il y en a peut-être qui connaissent déjà. Si vous aimez les trucs à la Fallout, etc., je vous en dis pas plus, c'est incroyable. La deuxième reco, c'est Le Bug Humain, extrêmement intéressant, où l'auteur nous explique que le fait que notre cerveau libère de la dopamine qui à la base nous aidait à survivre, aujourd'hui ça s'est retourné contre nous et c'est ce qui nous pousse par exemple à surconsommer. Hyper adapté à notre époque. Et enfin, troisième reco, l'univers à portée de main, parce que sur cette chaîne on explique l'histoire de différents sujets, lui il explique directement l'histoire de l'univers. Voilà, donc t'écoutes ça au sport, tu sors de là, t'as upgradé ta santé et ton cerveau. C'est magnifique. Avec mon lien en description ou ce QR code, vous avez 45 jours d'abonnement gratuit. Sur ce, c'est parti pour le documentaire le plus ambitieux de cette chaîne, l'histoire de l'automobile. 1, 2, 1, 2, 3. Now, baby, you're casting your spell on me. Le Fardier de Cugnot, c'est la toute première automobile de l'histoire. Présentée en 1770, moteur bicylindre à vapeur, poids de 2,8 tonnes pour une vitesse max de 4 km/h, carburant du bois et autonomie de 12 à 15 minutes. Je ne recommande pas pour partir en vacances. En 1770, le mot automobile n'existait même pas. Cet engin, c'est l'ancêtre de l'automobile et ça fonctionne à la vapeur. On appelle ça un chariot à feu, plus précisément un fardier qui veut dire gros chariot, et à feu parce que ça permettait de transporter les canons de l'armée française. Comme quoi, quand c'est pour faire la guerre, on est capable d'inventer tout un tas de choses. Ce fardier, on va le faire rouler dans quelques minutes, je vais vous montrer comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est complètement fou. Il a été inventé par Nicolas-Joseph Cugnot. Alors c'est un ingénieur militaire très respecté à l'époque, et lui, il est convaincu que la priorité absolue pour la guerre, c'est la mobilité. D'un côté, il n'a pas tout à fait tort. Et justement, à ce moment-là, il y a un problème. Les nouveaux canons de l'armée sont devenus tellement lourds qu'il faut des dizaines de chevaux pour les déplacer. Dès qu'il y a un terrain gras, ça s'embourbe, etc. Enfin bref, c'est une vraie galère. Donc on cherche un moyen pour pouvoir les déplacer sans utiliser de chevaux. Donc c'est un projet top secret qui est financé par le roi Louis XV, pour ceux qui ont vu mon documentaire précédent. Oui, encore lui. Donc c'est à ce moment-là que Cugnot propose son invention. Et là je me dis, pour vous montrer comment ça fonctionne, est-ce qu'il serait pas temps d'aller tester son invention ? Je pense que si. Prends ton manteau, on part dans la Meuse. Alors là, je suis à Voie-Vacon, qui est le village où est né Joseph Cugnot, donc qui est l'inventeur du fardier. Et je suis avec l'association du fardier de Cugnot. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une réplique identique au fardier original qu'on vient de voir au musée des Arts et Métiers. Donc, comment ça fonctionne? Alors, comment est-ce que de la vapeur peut faire avancer un truc aussi gros? Comment ça fonctionne? Alors la vapeur, elle est générée dans la partie avant, la partie qui se trouve en porte-à-faux. Là, on a une marmite qu'on a remplie d'eau, c'est ça? Oui, là à l'intérieur, il y a une cuve qui est remplie d'eau, enfin pas complètement, hein. On a mis 150 litres d'eau et la cuve, elle fait 700 litres. D'accord. Et en dessous, on fait du feu. Et donc là, on va porter l'eau à ébullition en fait pour créer de la vapeur. C'est de fabriquer de la vapeur. Et donc après, la vapeur, elle passe, j'imagine dans ce tuyau, ça me paraît logique. Vous avez donc la tige du piston qui descend et qui monte. Cette tige est reliée par un bras sur l'axe et sur cette tige, il y a un cliquet. Ah bah oui, du coup, il n'y a pas de... C'est rigide, il n'y a pas d'amortisseur en fait, bah ouais. Ah non, c'est rudimentaire. À cette époque, pas de voiture, pas d'amortisseur, pas de route, rien du tout. Donc là, on a le guidon. Donc là, vous faites quoi avec le guidon? Ah ouais, d'accord. Donc on doit tourner comme ça pour que la roue bouge. D'accord. Il y a tout qui bouge en fait. Ok, donc ça, c'est l'accélérateur? C'est ça. Ok, c'est parti.
Waouh. Waouh, le bruit que ça fait. Les voisins, ils vont croire que la guerre est repartie. Ok. Vas-y, suis-le. Il y a de la fumée en fait qui arrête pas de sortir de la cuve, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai les yeux brûlés par la vapeur, les yeux qui pleurent et tout, je suis mort. Bon bah j'ai trouvé la solution à l'essence trop chère. Branchez-vous chariot à vapeur, c'est l'avenir. Quand on va tester les Bugatti des années 30 tout à l'heure dans la vidéo, ça va nous changer comparé à ça. Alors j'aurais aimé continuer le test, mais en fait dès le deuxième tour, on s'est pris un poteau. Voilà, juste là, on s'est pris un poteau. Ça a dégommé le mécanisme et là c'est le moment où tout le monde se rend compte que c'est cuit. Du coup, je suis allé faire quelques plans du village et puis j'ai filmé des vaches. Voilà, on peut retourner au musée des arts et métiers. Alors le problème avec le fardier, c'est que le projet fera pas long feu. Il y a 2-3 soucis. Déjà, je vous ai dit, il y a la marmite d'1 tonne qui est sur la roue avant, ce qui fait que c'est complètement déséquilibré. Dès qu'on est sur de la terre un peu molle, ça s'embourbe. Quand on est en descente, je vous laisse imaginer à quel point ça devient compliqué. Et surtout, pour tourner, c'est extrêmement lent et extrêmement difficile. Ensuite, l'autonomie, elle dure que 12 à 15 minutes. Une fois que c'est terminé, il faut s'arrêter, laisser refroidir, remettre de l'eau, remettre du bois, rallumer et réattendre 1 heure que la pression remonte. Donc pas fou. Et surtout, arrive le drame. La personne qui finançait le projet, c'est le duc de Choiseul. Sauf que le duc de Choiseul s'embrouille avec Madame du Barry, qui est la maîtresse favorite du roi. Mauvaise idée de s'embrouiller avec la maîtresse favorite du roi. C'est sûr qu'elle aura le dernier mot. Faites pas ça. Donc ce qui devait arriver arriva. Madame du Barry finit par convaincre le roi de virer le duc de Choiseul en disant qu'il poussait la France à la guerre contre l'Angleterre. Il est viré, sauf que sans le duc, pas d'argent, pas de fardier, pas de fardier, pas de fardier. Donc le projet est enterré, tout le monde est convaincu que l'automobile n'a aucun avenir, on retourne au cheval, fin de l'histoire. Sauf que 100 ans plus tard, un crime va être commis, une femme va commettre un vol en pleine nuit qui va changer l'histoire de l'automobile pour toujours. Prends ton manteau, on part pour Mulhouse. Cette voiture, c'est la toute première voiture à 4 roues commercialisée par l'inventeur de la voiture à essence, Carl Benz. Et oui, pour ceux qui se demandent, Benz comme dans Mercedes-Benz, la première voiture à essence, c'est eux. Et si la façon de tourner les roues sur les voitures modernes est comme elle est, c'est grâce à cette voiture. La Benz Victoria, moteur monocylindre horizontal de 2,9 litres, poids 650 kg, puissance de 4 chevaux pour une vitesse max de 25 km/h, attention, carburant la ligroïne, un dérivé du pétrole que les gens utilisaient à l'époque comme détachant pour les vêtements et qu'on achetait en pharmacie. Habitacle, configuration en vis-à-vis qui vous permettra de prendre un petit apéro avec vos convives pendant le trajet. Si cette voiture existe, c'est parce que son prototype qui vient juste avant, la Benz Patent Motorwagen, je ne sais pas si je le dis bien, j'ai jamais fait allemand de ma vie, est volée le 5 août 1888 par une femme. Cette femme, ce sera d'ailleurs la toute première personne de l'histoire à faire un road trip, et c'est grâce à ce qu'elle a fait ce jour-là que cette invention est devenue une révolution mondiale. Sans elle, l'histoire de l'automobile ne serait pas telle qu'on la connaît. Avant de créer cette Benz Victoria, Carl Benz y bossait sur un prototype à 3 roues. Un matin à 5 heures, sa femme prend la voiture sans le prévenir, elle a 100 km à parcourir avec ses 2 fils, sans permis de conduire parce que à cette époque ça n'existe pas encore. Et si elle n'arrive pas au bout de son périple, l'invention du moteur à explosion sera classée comme une erreur ridicule. Donc elle part sur des chemins qui sont faits pour les chevaux, qui ne sont pas du tout pensés pour ce véhicule, mais normal, à l'époque, il n'y a pas de route. Et surtout avec un réservoir minuscule sur le prototype, il y a juste une petite cuve de 4 litres pour faire fonctionner le moteur à 4 temps. Alors à ce moment-là, le moteur fonctionne à ce qu'on appelle la ligroïne, c'est un dérivé du pétrole. Il n'y a pas encore l'essence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le bon moment de vous expliquer comment fonctionne un moteur à 4 temps parce que ça va nous servir pour la suite. Le souci, c'est que pour ça, il faut retourner au musée des arts et métiers. Vous auriez pu m'y faire penser pendant qu'on y était. Je vous félicite pas. Il y a cette maquette au musée des arts et métiers qui est absolument parfaite. On m'a dit que c'était pour que ce soit ludique pour les enfants. Mais perso, j'adore. Ça marche énormément sur moi. Peut-être qu'il faudrait que je me pose des questions, je sais pas. Enfin bref, ça c'est un moteur à 4 temps. Donc d'abord on a l'admission, la soupape s'ouvre, le piston descend et aspire de l'air qui passe par le carburateur. Donc on se retrouve avec un mélange d'air et d'essence dans le cylindre. D'ailleurs, quand vous entendez parler de cylindrée, genre un moteur 2 litres, un moteur 3 litres, etc., en fait, c'est l'addition des cylindres. Par exemple, un moteur 2 litres, c'est des cylindres de 0,5 chacun. Ensuite, on a la compression. En fait, les soupapes se ferment, le piston remonte et comprime le mélange. Et ensuite, on passe à la combustion. Il y a une étincelle qui jaillit de la bougie, ça fait exploser le mélange et ça repousse le piston super vite vers le bas.
C'est le moment où ça fait avancer la voiture. Et ensuite, il y a l'échappement, le piston remonte pour évacuer tous les gaz brûlés par l'échappement, et ça recommence comme ça, des milliers de fois par minute. Et forcément, plus le cylindre est gros, plus on peut envoyer le mélange, plus l'explosion sera forte et développera de la puissance. C'est pour ça que quand on entend parler de grosses cylindrées qui développent beaucoup de puissance, en fait c'est la taille des cylindres et donc on peut mettre plus de mélange à l'intérieur pour faire de plus grosses explosions. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne un moteur à 4 temps. On peut y retourner. Contrairement à la Victoria, la Benz Patent, elle a énormément de problèmes. Bon, déjà, le souci principal, elle n'est pas assez puissante. Elle fait 1 cheval. C'est bizarre à dire, mais c'est ça, 1 cheval, donc on ne peut pas monter les côtes avec. 1 cheval, c'est l'équivalent de la puissance d'un aspirateur. Elle va à 16 km/h, donc un mec qui sprint peut littéralement te rattraper. Je déconseille pour les courses-poursuites. Très décevant. D'ailleurs, petite info de culture générale, un cheval à pleine puissance, lui, il développe 15 chevaux. Intéressant, n'est-ce pas ? Je vous laisse les ressortir à l'occasion, c'est cadeau. Je sais pas vous, mais perso, le moteur à essence, je lui prédis pas un grand avenir. En réalité, si Bertha vole la voiture de son mari, c'est parce que Carl Benz, il a peur de la tester. Il a déposé le brevet, mais il a peur de se taper la honte s'il échoue. Du coup, il la teste pas. Donc si Bertha vole la voiture, c'est pour sauver leur honneur, sauver leur argent et prouver au monde que le moteur à essence, c'est l'avenir. Enfin, sauf qu'au moment où on parle, Bertha, elle se retrouve sur une route en pente, la voiture est bloquée, elle avance plus, elle est obligée de descendre de la voiture avec ses fils, et elle sait pas comment faire. Sauf que si elle échoue, l'histoire de l'automobile ne sera plus jamais telle qu'on la connaît. Mais de toute façon, dès 1899, on se rend compte que le futur, c'est pas les voitures à essence, c'est les voitures électriques. Prends ton manteau, on part pour Compiègne. On est en 1899, à l'époque on éclaire encore la plupart des maisons à la bougie et à la lampe à pétrole, mais au même moment, il y a un Belge qui s'appelle Camille Genazzi qui sort cette voiture électrique, qui ressemble d'ailleurs à un missile, la jamais contente. C'est la toute première automobile de l'histoire à dépasser la barre des 100 km/h. Mais vous allez voir, il y a anguille sous roche. Je dirais même plus, il y a couille dans le potage. Alors déjà, je trouve le nom du modèle extrêmement cool, et si elle s'appelle comme ça, c'est parce que son créateur n'était jamais satisfait. Pour lui, c'était jamais assez léger, jamais assez puissant, jamais assez rapide, donc La jamais contente, sortie en 1899, carrosserie en aluminium, tungstène et magnésium, poids 1,5 tonnes dont 750 kg uniquement pour les batteries, 2 moteurs électriques à l'arrière, 68 chevaux pour une vitesse max de 105 km/h. Là, à première vue, l'électrique a humilié l'essence, donc aucune raison qu'on prête attention à l'invention de Carl Benz. Mais c'est pas si simple. Déjà, on a dit que cette voiture, elle allait à 105 km/h. Et pour la piloter, on s'assoit là. Il y a un truc qui vous choque ou pas ? Il n'y a pas de pare-brise. Il n'y a pas de carrosserie autour du buste. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, mais ça, bon, pour l'époque, c'est assez normal. Et il n'y a pas de volant circulaire. Pour la piloter, on utilise cette tige en métal juste là. Pour faire court, à 105 km/h déjà avec la pression de l'air, tu peux à peine respirer. Au moindre faux mouvement, tu pars en tonneau. Et s'il y a le moindre petit obstacle sur la route, tu découvres instantanément comment fonctionne une catapulte. Donc bon, on est sur une révolution, mais au niveau de l'utilisation, ça aussi je déconseille fortement. Mais surtout, il y a un vrai point faible, et ce point faible, c'est le secret de sa défaite face à l'essence. Bertha, elle est toujours bloquée en bas de sa colline, mais elle fait pas demi-tour, elle décide de pas abandonner. Ses 2 fils descendent de la voiture et l'aident à pousser pour repartir. Mais tout le long du trajet, c'est galère sur galère, faut qu'elle s'arrête à chaque fontaine pour refroidir le moteur, et quand ses freins en bois prennent feu, elle s'arrête chez un cordonnier pour faire clouer du cuir sur les roues. D'ailleurs, à ce moment-là, elle invente les plaquettes de frein. Tout le long du trajet, en fait, elle va trouver des solutions pour voir ce qui va pas sur la voiture et l'améliorer. Parce que Bertha, elle avait compris quelque chose, sur cette voiture électrique, si on la pousse à fond, l'autonomie, elle est de 3 minutes. En fait, elle est juste conçue pour un sprint, et une fois que les batteries sont vides, pour les recharger à l'époque, il faut une usine électrique à proximité, et surtout attendre quelques jours. Donc un peu galère. Et pour couronner le tout, les batteries de l'époque supportent très mal les décharges rapides, donc en fait, au bout de quelques utilisations, elles sont chimiquement détruites. Et c'est là qu'on commence à réaliser ce que Bertha avait compris avant les autres. Prends ton manteau, on repart à Mulhouse. Bertha, elle sait que tant qu'il y a une pharmacie sur la route, elle peut s'arrêter, acheter des bidons de la fameuse Ligroïne et continuer de rouler. À la nuit tombée, elle arrive enfin chez sa mère, à 106 km du point de départ. Elle vient de réaliser le tout premier road trip de l'histoire et elle enverra un télégramme à son mari Carl, qui est depuis devenu mythique. Le voyage est réussi, nous sommes chez maman. Là, elle a prouvé à son mari que son invention était un véritable moyen de transport. Elle a fait une publicité mondiale gratuite parce que sur la route, les gens ont été terrifiés. Après, ils ont été fascinés et ils en ont parlé partout autour d'eux.
Et surtout, elle a identifié tous les défauts du prototype. Carl Benz va créer la Victoria 4 ans plus tard et déjà on va passer à 4 chevaux, donc il rajoute de la puissance. Il ajoute un système de transmission aussi pour pouvoir grimper les collines sans avoir à descendre de la voiture. Il équipe la voiture de patins de frein renforcés avec du cuir épais pour qu'elle puisse freiner en toute sécurité. Et surtout pour que les voitures puissent rouler dans les traces des calèches. Il comprend qu'il faut 4 roues, il invente la direction à double pivot. En gros, chaque roue avant tourne indépendamment avec un angle différent. La voiture devient plus stable et plus sûre. Alors pourquoi pas ce truc qu'on appelle l'automobile? C'est sympa, je vous l'accorde, mais je vois pas bien l'intérêt. Nous on a des chevaux, votre truc c'est surtout un jouet de luxe. Non, si vous voulez mon avis, l'automobile, je prédis pas un grand avenir. Bon, c'est le moment d'arrêter avec cette vanne, mais à l'époque, c'est vraiment la vision qu'on a. Et surtout, il y a un autre problème. Carl Benz et les autres constructeurs, ils fabriquent les voitures une par une à la main, vraiment comme un objet de luxe, parce que c'est un objet de luxe de toute façon à ce moment-là. C'est lent, c'est beaucoup trop cher, et surtout, c'est réservé qu'à une toute petite partie de la population, les plus fortunés, donc c'est pas du tout comme ça qu'on va remplacer le transport à cheval. Sauf qu'il y a un homme aux États-Unis qui, 10 ans après la Jamais Contente, va changer nos modes de transport pour toujours. Lui, il va arrêter de voir la voiture comme un objet de luxe et il va trouver un moyen pour en produire beaucoup et surtout pas cher, parce qu'elle est là la clé. Il va inventer un système radical pour que tout le monde puisse acheter une voiture et c'est avec lui qu'on va abandonner le transport à cheval pour passer à l'automobile. Cet homme, vous connaissez son nom, c'est Henry Ford et l'objet qu'il va construire en série, on part le tester. Prends ton manteau, on part dans un petit village de la Marne, Hermonville. La Ford T. Moteur de 4 cylindres de 2,9 litres pour développer 20 chevaux, vitesse max de 70 km/h, prix à sa sortie $850 et 20 ans plus tard, le prix chute à $250 neuf. Grâce à son prix, c'est la voiture avec laquelle les gens ont abandonné le transport à cheval pour passer à l'automobile. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'à cette époque, on a encore tous les tremblements du moteur dans l'habitacle. En fait, c'est un truc qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Là, on ressent le moteur en train de trembler, on le ressent dans les sièges. Ah, elle arrive à prendre la côte quand même, hein. Ah oui, ben j'en prends bien quand ça monte, hein. Ah ouais, hein. Comme je vous ai dit, le prix de la Ford T est passé de $850 en 1908 à $250 en 1925. Ça équivaut à peu près à 6200 € aujourd'hui avec l'inflation et le salaire moyen. Donc imaginez-vous, on est tous à cheval et du jour au lendemain, on peut tous avoir une voiture. Mais comment il a fait pour autant baisser les prix? Parce que à ce moment-là, la voiture, c'était vraiment un luxe réservé à peu de gens. Alors tout part d'un truc plutôt brutal. Henry Ford, il visitait des abattoirs et il voit des carcasses d'animaux qui défilent devant les bouchers, qui font à chaque fois une seule coupe précise. Et c'est là que l'idée lui vient. Il se dit, si on peut démonter, entre guillemets, un bœuf en pièces détachées, on peut peut-être remonter une voiture de la même manière. Je vous avais dit que l'image allait être brutale. Donc là, c'est une révolution. Avant, l'automobile, c'était de l'artisanat. Là, c'est la voiture qui défile sur un tapis roulant et l'ouvrier n'a qu'un seul geste à faire. Si tu dois visser un écrou, alors tu vas visser le même écrou toute la journée sans t'arrêter. À ce moment-là, il faut plus que 93 minutes pour sortir une voiture. Sauf que ça pose un gros problème. Le travail pour l'ouvrier, il est juste horrible. Tous les jours, tu répètes le même geste en boucle sans t'arrêter. T'as pas le droit de t'asseoir, t'as pas le droit de rigoler, t'as même pas le droit de sourire. Donc, ce qui se passe, c'est que les ouvriers, au bout de quelques jours ou quelques semaines, ils démissionnent. Par an, Ford, il était obligé d'embaucher 50 000 personnes pour en garder que 10 à 15 000 en poste. Et à chaque fois, faut les former. Donc ce que Ford va faire, c'est qu'il va doubler leur salaire pour leur donner envie de rester. Le travail est toujours autant horrible, mais au moins, ils restent. Et surtout, il transforme ces 15 000 ouvriers en 15 000 clients potentiels. Il les paie assez pour qu'eux aussi puissent acheter des voitures. Plus ils vendent de voitures, plus ils peuvent produire en masse. Plus ils produisent en masse, plus le prix à l'unité baisse. Plus le prix à l'unité baisse, plus le prix à l'unité baisse. À cette époque, les routes n'existent même pas, mais ça y est, les gens se déplacent à 4 roues et Ford a industrialisé l'automobile. Bizarrement, elle est beaucoup plus grosse que les voitures actuelles, mais on a moins de place quand même à l'intérieur. On reste quand même serré. Ah oui. Mais les roues, elles dépassent les... Ouais. Ah ouais, c'était fait en fait pour les chemins américains, quoi. Il n'y avait même pas de route, il n'y avait rien. Ah bah c'est ça. Et ouais. C'est prévu pour par rapport aux voitures françaises qui est... Ah oui, c'est pour ça qu'en France, justement, la démocratisation, elle va se faire autrement. On va voir ça après dans la vidéo, justement. Mais on l'a vu, il y a quand même un problème. Quand on commence à prendre de la vitesse, ça se met à trembler, c'est gros, c'est pas hyper stable dans les virages. Et surtout, c'est une propulsion, donc ce sont les roues arrière qui poussent la voiture. Quand il pleut ou que le sol est glissant, ça peut être hyper dangereux. Parce que Ford, il a révolutionné la mobilité, mais il a oublié un détail, le plaisir. Le plaisir de conduire. Et quand on parle de plaisir, les Français sont jamais très loin. À ce moment-là, il y a un Français qui va essayer d'apporter à l'automobile ce que la France sait faire de mieux, le kiff. Feeling better now that we're through.
'cause I'm over you. Ce Français, c'est André Citroën, sauf que dans les années 30, sa société est au bord de la faillite, il est criblé de dettes, il est au fond du trou parce que lui, c'est un fou de marketing. C'est d'ailleurs l'un des premiers à avoir fait marquer son nom sur la Tour Eiffel, par exemple. Donc, arrivé à ce moment-là, il se dit qu'il a plus grand-chose à perdre et il tente le tout pour le tout. Il a vu ce qui se passait aux États-Unis avec la Ford T, il a même rencontré Henry Ford. Il a vu que sa voiture était pratique, mais s'est aussi rendu compte de tout ce qui n'allait pas. Alors il se dit que le but, c'est pas juste d'améliorer la voiture, ce serait de corriger le secteur automobile entier. Là, il met le peu d'argent qui lui reste et sa santé, parce que l'objectif, c'est de sortir une voiture qui rendrait toutes les autres ringardes. Mais avant ça, en 1931, il sort la C6G. Et si vous allez au musée des Arts et Métiers, vous pouvez la voir comme ça, coupée en deux. Et si elle est coupée en deux, c'est parce qu'il voulait montrer l'intérêt aux gens du moteur flottant, qui est une innovation dont il a racheté le brevet à Chrysler. Vous vous rappelez de ce qu'on s'est dit sur les tremblements quand on testait la Ford T ? Ces petits blocs de caoutchouc, là, entre le moteur et le châssis, c'est ce qui va supprimer une grande partie des vibrations du moteur. Pour la première fois, on peut rouler sans avoir les mains qui tremblent pendant des heures. Sauf que la C6G, elle a un problème, elle utilise encore la vieille architecture, elle est très haute, elle a un châssis très lourd comme la Ford T, et quand il y a de la pluie, elle glisse parce que c'est une propulsion. Donc là, André comprend que le caoutchouc ne suffit pas et qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est que son idée de voiture est tellement complexe qu'il faudrait des années de tests pour tout corriger et sortir une version qui soit parfaite. Sauf que lui, il a plus le temps, il a plus d'argent, tous ceux auprès de qui il a des dettes viennent lui réclamer l'argent. Donc il se dit qu'il a plus le choix. En 1934, il lance la production de la voiture avant même d'avoir fini les tests de fiabilité. Et ça donne ceci. La Citroën Traction. Châssis monocoque, moteur de 4 cylindres en ligne, puissance de 46 chevaux, poids 1060 kg pour une vitesse max de 115 km/h, prix à sa sortie 17 000 anciens francs, ce qui donnerait aujourd'hui, si on prend en compte l'inflation et le salaire moyen, environ 35 000 euros. Alors au début, c'est n'importe quoi, les voitures tombent en panne au bout de 500 mètres, on a les cardans qui cassent, les boîtes de vitesse qui explosent, bref, la réputation de la marque s'effondre. Alors pour plusieurs raisons, il est obligé de vendre son entreprise à son créancier principal qui est Michelin et il décédera quelques mois plus tard en 1935. Mais le plus triste là-dedans, c'est qu'il ne saura jamais que son invention est devenue l'une des légendes de l'histoire de l'automobile. La Citroën Traction est également celle qui va suivre, qu'on verra juste après. Avec la traction, Citroën a résolu plein de problèmes de la Ford T parce qu'il avait compris que si on veut prendre du plaisir à conduire, il faut que ce soit beaucoup moins dangereux. Et si elle s'appelle la traction, c'est parce que justement, il décide de mettre le moteur et la transmission à l'avant. Donc là, ça devient une traction. C'est les roues avant en fait qui tirent la voiture. Avant, on était sur des propulsions, les roues arrière qui poussent la voiture. Le problème, c'est que quand il pleut ou qu'il y a un sol glissant, il y a des risques de tête à queue ou de dérapage. La traction, elle devient beaucoup plus sûre parce que justement, c'est une traction. Donc cette voiture, on la surnomme la reine de la route, même si elle a fini par se faire détrôner par celle qui arrive après, qui flotte littéralement sur la route, vous allez voir. Elle a trouvé des fans un peu particuliers, les gangsters. À l'époque, il y avait un gang qui s'appelait le gang des tractions et qui utilisait cette voiture pour tout leur braquage, parce que comme elle est beaucoup plus stable, dans les virages, tu peux aller 2 fois plus vite que les voitures de la police. Si tu voulais semer la police en 1940, suffisait juste d'avoir une traction. André Citroën, qui était un fan de marketing, il aurait adoré cette phrase, je pense. Sauf qu'avant de partir, André Citroën, il avait une vision. Il voulait pousser le truc tellement loin qu'il voulait créer une voiture qui flotte littéralement sur la route. Il voulait supprimer tous les chocs. Cette vision, elle va voir le jour en 1955 et elle va sauver la vie du président de la République, Charles de Gaulle. 1955, la Citroën DS. 4 cylindres en ligne, 1,9 litres, 75 chevaux pour une vitesse max de 140 km/h, ce qui vous permettra de doubler absolument tout le monde sur l'autoroute. Seul point négatif, son prix, 940 000 anciens francs, parce que oui, entre-temps, avec la guerre, le franc s'est effondré, mais c'est un autre sujet, ça nous donnerait environ 60 000 euros. 22 août 1962, Petit Clamart, la Citroën DS du président Charles de Gaulle roule à 110 km/h quand des assaillants ouvrent le feu. On se la fait storytelling à fond. 187 balles de fusil d'assaut sont tirées, seulement 14 touchent la voiture. Les mecs étaient pas hyper précis a priori. Il y a les 2 pneus avant qui explosent, la carrosserie est quand même bien amochée. Le chauffeur, lui, il accélère pour essayer de se sortir de cette situation. Mais pour faire avancer une voiture dans cet état-là sans partir en tonneau, bon, j'y crois moyen quand même. Parce que sur les voitures jusqu'ici, les amortisseurs sont des ressorts en métal, il y a des câbles pour les freins et pour tourner le volant, c'est à la force de ses bras. Sauf que sur la DS, il n'y a aucun ressort, aucun câble et le volant est beaucoup plus facile à manœuvrer. Il y a un seul système qui gère tout grâce à une pompe à haute pression et de l'huile. C'est ce qu'on appelle le système hydraulique. Donc là, Citroën vient de créer la voiture de luxe, d'où son prix, et la DS de Charles de Gaulle va littéralement lui sauver la vie.
Les 2 pneus ont explosé, la carrosserie est bien amochée, sauf que le chauffeur, lui, il accélère comme un fou pour essayer de se sortir de cette situation, sauf qu'il roule sur les jantes. Et à cette époque, n'importe quelle voiture aurait fait une sortie de route et serait partie en tonneau. Mais là, le système hydraulique va stabiliser la voiture, elle va rester droite, il va continuer sur la route, et le président Charles de Gaulle va s'en sortir. Alors c'est bien, c'est le futur, mais c'est le futur pour les élites, les ministres et les patrons, parce que vu son prix, c'est réservé à une petite partie de la population. Sauf que là, pour les Français, la voiture, ça devient un besoin. Et surtout, il faut qu'elle soit adaptée au mode de vie moderne des villes européennes, ce qui n'est pas le cas de la Ford T, par exemple. On en a besoin pour aller travailler, pour partir en vacances et surtout pour se déplacer en famille. Donc va falloir imaginer des voitures qui soient moins chères, qui aient de la place à l'intérieur quand même, mais qui soient assez petites à l'extérieur pour pouvoir se garer partout. Il faut que la voiture se démocratise. Avant la DS, Volkswagen était déjà en train de préparer le terrain pour démocratiser la voiture auprès des familles, avec un modèle que vous connaissez déjà, la coccinelle. Alors elle garde une architecture à l'ancienne, donc le moteur est à l'arrière, c'est une propulsion, il n'y a pas tant de place à l'intérieur, mais c'est en train de devenir un carton planétaire. Alors en France, Renault va préparer sa riposte avec une voiture qui est moins chère, plus légère et qui consomme moins, et surtout qui sera la toute première voiture française à dépasser le 1 million d'exemplaires vendus. Alors vous leur demanderez, mais quand vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, ça dépend de votre âge, sont partis pour la première fois en vacances, il y a de grandes chances que ce soit avec cette voiture. Cette voiture, on va la conduire, alors prends ton manteau, on repart pour Mulhouse. La Renault 4 chevaux, moteur 4 cylindres de 0,75 litres, une puissance d'environ 20 chevaux pour une vitesse max de 95 km/h avec le vent dans le dos. Consommation 6 litres au 100 km. Dans les années 50, après la guerre, l'économie explose, c'est les 30 glorieuses, et Renault invente un truc magique, l'achat à crédit. Là, on a l'apparition du marché de l'occasion dans les années 50, et cette voiture qui coûtait à la base plutôt cher devient accessible à la classe ouvrière. Et en plus de ça, en 1955, le grand patron de chez Renault, Pierre Dreyfus, offre une 3e semaine de congé payé à tous les ouvriers de chez Renault. Et ça fait tellement de bruit dans le pays que quelques mois plus tard, le gouvernement français va copier Renault et généralise la 3e semaine de congé payé à tous les travailleurs français. La Renault 4 chevaux, c'est la voiture avec laquelle toute une génération de Français va partir en vacances. Sur ce, allumage. C'est ouf. À l'époque, même les petites voitures, elles faisaient un bruit de fou, c'est incroyable. Et alors sur cette voiture, ce qu'il faut savoir, c'est que les portes, elles s'ouvrent dans l'autre sens. Les charnières, en fait, elles sont inversées. Le problème, c'est que sur l'autoroute, il y avait le risque que la porte s'ouvre d'un coup. Là, le vent s'engouffrait, arrachait la portière et surtout te faisait littéralement sortir de la voiture, en fait, sur l'autoroute, à fond. Donc voilà, j'espère que ça va pas m'arriver aujourd'hui parce que j'ai un documentaire à finir quand même. On verra bien. Ah ouais, les gens ils partaient en vacances avec ça. N'empêche, au bout de plusieurs heures de route, c'est quand même assez serré. Ça passe là ? Ah ouais, c'est vraiment. Ah oui, comme quoi c'est vraiment tout petit. Hein. Là, à l'époque, on essayait vraiment de faire du très petit pour que ça passe partout, que ça se gare partout. Ça peut être incroyable de partir en vacances avec ça, n'empêche. Il faut mettre dans le contexte de l'époque, c'est que révolutionnaire. Voilà. Faire des vidéos de voitures solo, sans équipe, c'est cardio. Mais c'est bien, ça fait faire du sport, c'est cool. Ah, l'accélération est bonne hein, pour le moment. C'est marrant de voir le volant. La tige du volant qui va jusqu'à la direction, là, c'est fou à voir. Donc à ce moment-là, la voiture se démocratise, elle rentre dans le quotidien des Français et il y en a pour tout le monde. On est vraiment sur les bases de ce qu'on va connaître plus tard. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il manque un truc là ? Quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui est d'ailleurs très apprécié, mais dont on n'a pas encore parlé et qu'on n'a pas non plus testé d'ailleurs. Pendant notre récit, il y avait une autre catégorie de voitures qui peu à peu se développait. Pendant que je vous parlais de la Ford T dans les années 20, l'automobile se séparait en réalité en 2 mondes. Parce qu'il y a une autre lignée de voitures qui était en train de se développer dans l'ombre. Bref, je crois qu'il est temps de parler de voitures de sport et surtout de tester 2 modèles d'une valeur inestimable. Tu peux garder ton manteau, on reste à Mulhouse. Pour comprendre ce qu'est une voiture de sport, faut qu'on se penche sur ce qu'un homme a fait dans les années 20. Ettore Bugatti. Je sais pas du tout si je prononcerai bien son nom. C'est un comble. Mon nom de famille, c'est Avellino et je sais pas si je prononce bien Bugatti ou pas. Mais bon, c'est lui.
Pour Ettore Bugatti, une voiture, ça devait pas seulement servir à se déplacer, on pouvait aussi en faire une œuvre d'art capable d'humilier la concurrence sur un circuit. Pendant qu'Henry Ford était en train d'industrialiser l'automobile en faisant des voitures qui font penser à des tracteurs, Bugatti a pris le chemin inverse et s'est dirigé vers la finesse. 1924, la Bugatti Type 35. C'est la voiture la plus titrée du sport automobile, plus de 2000 victoires en compétition, 8 cylindres en ligne, 95 chevaux pour un poids de 750 kg, vitesse max 180 km/h, prix à sa sortie 100 000 francs, ce qui nous donnerait aujourd'hui, ajusté avec l'inflation et le salaire moyen, environ 400 000 euros. Mais son vrai coup de génie, il est là. Bugatti invente les premières roues en aluminium coulé parce que ça permet de réduire ce qu'on appelle les masses non suspendues. Pour vous la faire courte, plus c'est léger en bas, plus la voiture tient la route. En allégeant les roues, elles rebondissent moins sur les bosses et donc la voiture colle plus au bitume. Et son deuxième coup de génie, c'est qu'il a intégré le tambour de frein directement dans la roue en aluminium. Parce que l'aluminium, c'est un très bon conducteur thermique, donc il évacue la chaleur des freins beaucoup plus vite et ça permet d'éviter le fading. Le fading, c'est quand les freins ne freinent plus parce qu'ils sont trop chauds. Alors à ce moment-là, Bugatti atteint le sommet de la course, mais ça va pas lui suffire. Il va pousser le délire encore plus loin et il va créer le sommet du luxe. L'une des voitures les plus démesurées de l'histoire de l'automobile. La Bugatti Type 41 Royal Esders. Sortie en 1932, moteur de 8 cylindres en ligne de 12,7 litres, le bloc moteur mesure 1,42 m de long. Poids 3 tonnes, puissance de 300 chevaux pour une vitesse max de 200 km/h. Dans les années 30, c'était une folie. Consommation 30 à 60 litres au 100 km. Cette Bugatti Type 41 Royal, aujourd'hui, elle a une valeur inestimable. C'est l'une des 6 Bugatti Royal d'origine se retrouver sur le marché des enchères privées. Les experts estiment que le prix dépasserait tranquillement les 50 à 100 millions d'euros. Ce que le Musée national de l'automobile nous propose aujourd'hui en la faisant rouler, c'est incroyable. Sur ce modèle-là, le musée a reconstruit la carrosserie à l'identique à partir des plans originaux. Alors il faut qu'on reparle de sa consommation, 30 à 60 litres au 100 km. On est au summum du luxe et de la démesure des années 30. La consommation, on n'en a rien à foutre. Sur ce, allumage. On dirait un camion en fait. Ça fait le bruit d'un camion. Incroyable. C'est à la taille d'un camion, ça fait le bruit d'un camion, c'est magnifique. Waouh, c'est incroyable. C'est un bateau. Depuis le début des tests pour la vidéo, à chaque fois il n'y a pas de ceinture. J'ai le réflexe, moi, dès que je monte dans une voiture, d'essayer de la mettre et du coup il n'y a pas de ceinture, ça fait extrêmement bizarre. La vitesse max, c'est combien de celle-ci déjà? Ah ouais, donc 200 km/h, sans ceinture et sans habitacle au-dessus de nous, quoi. Oh waouh! Est-ce que j'arrive à me faire tenir ou pas? Le capot est tellement long pour braquer, ça doit être tellement compliqué. Je sens qu'elle a un peu d'accélération. Oh, elle a... Ah ouais, elle a de l'accélération quand même. Hein. Alors là, on est dans les années 30, l'innovation mécanique en termes de voitures de sport est en train d'atteindre des sommets, mais tout va être stoppé net à cause de la guerre. C'est juste après, dans les années 50, que le summum de la mécanique pure de toute l'histoire de l'automobile arrive avec un modèle. Et quand je dis mécanique pure, ça veut dire pas de turbo, pas d'électronique, rien. Peut-être que certains ont déjà deviné le modèle. La Ferrari 250 GT, sortie en 1959, moteur V12 de 3 litres, poids 1300 kg, prix à sa sortie 5 500 000 anciens francs, ce qui donne à aujourd'hui environ 450 000 euros. Mais si vous en voulez une aujourd'hui, les prix démarrent aux alentours des 2 millions d'euros. Cette voiture, c'est elle qui a sauvé Ferrari, parce que Enzo Ferrari, à l'époque, il en avait rien à faire de vendre des voitures de route. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était la course. Sauf que courir en Formule 1, ça coûte une fortune. Donc il a créé la 250 GT Coupé pour faire de l'argent. C'est la première Ferrari qui est construite en masse. Enfin, en masse à 353 exemplaires. C'est littéralement cette voiture qui va financer les titres de champion du monde de la marque. Et c'est ce qui se fait de plus abouti en mécanique pure. Sur ce, allumage. Ok.
dingue parce que en fait, au fil des années, le bruit Ferrari a beaucoup évolué finalement. Elle tient ultra bien la route, hein. Mais en réalité, à ce moment-là, les constructeurs vont se prendre un mur qu'ils n'avaient pas vu venir parce que c'est un mur qui est naturel et qui est invisible et qui va rendre toutes les voitures qu'on a vues jusqu'ici obsolètes. Je pense que les connaisseurs ont déjà deviné de quoi je vais parler. Pour comprendre comment on est passé à travers ce mur, il va falloir aller voler un secret technologique aux avions de chasse. 1954, la Mercedes-Benz 300 SL Papillon. C'est la première supercar de l'histoire. Puissance de 215 chevaux, poids 1 tonne 3, vitesse max 260 km/h. Prix à sa sortie 29 000 Dutch Marks. Aujourd'hui, ça donnerait 185 000 € et elle est actuellement cotée à environ 2 millions d'euros. Par rapport aux autres voitures qu'on a vues jusqu'ici, ce qui saute aux yeux directement, c'est son design qui est d'ailleurs magnifique. Le mur invisible dont je parlais, c'est le vent. Et là, c'est la première fois que le vent va dicter le design d'une icône mondiale du sport. Parce qu'avec cette voiture, si on prend pas en compte le vent, à 260 km/h, soit elle s'envole, soit elle explose. Pour beaucoup d'ailleurs, cette voiture est reconnue comme la toute première supercar de l'histoire de l'automobile. Vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent. C'est parce qu'à un moment donné, on a compris que pour faire un design automobile, il fallait prendre en compte l'aérodynamisme. Et d'ailleurs, sur cette voiture, si elle a des portes qui remontent vers le ciel, donc des portes papillons, c'est pas pour le style. C'est parce qu'en fait, elle a un châssis tubulaire qui remonte très haut sur les côtés. Donc, on peut pas mettre de portes classiques. Et les ingénieurs se sont dit que si on pouvait pas rentrer par le côté, alors on allait rentrer par le dessus. Donc, ils ont mis des portes sur le dessus. À ce moment-là, on parle déjà de coefficient de traînée, le CX. En gros, c'est la pénétration dans l'air. À 1, c'est un mur de briques, le vent s'écrase dessus. Les voitures des années 20, elles sont à 0,7. C'est à peu près des briques sur roue. Cette voiture, elle est à 0,38, ce qui est révolutionnaire pour l'époque. Les voitures actuelles, elles sont environ à 0,3 si on prend des Clio ou des Twingo. Et pour les voitures électriques actuelles, on est plus vers 0,22 parce que forcément avec l'électrique, faut gagner en autonomie, donc faut un truc super aérodynamique. Donc à ce moment-là, le vent prend définitivement le pouvoir sur le crayon du designer et les voitures vont devenir basses, profilées et ultra compactes. Donc là, on a dompté la mécanique, on a dompté le vent, mais comment on fait pour aller encore plus loin et ajouter toujours plus de puissance ? Parce que là, le seul truc qui nous reste si on veut plus de puissance, c'est construire des moteurs encore plus gros, qui consomment encore plus, pour aller toujours plus vite et être toujours plus puissant. Sauf qu'à ce moment, il y a un événement qui tombe très mal. En 1973, le monde connaît son premier choc pétrolier. En quelques mois, le prix du baril de pétrole quadruple, passant d'environ 3 $ à 12 $. Pour le grand public, la réponse des constructeurs est immédiate, c'est le moteur diesel qui permet une meilleure efficacité thermique, donc ça consomme beaucoup moins. Sauf que nous, avec nos moteurs de 3 litres qui consomment 20 litres au 100, déjà c'est chaud, et surtout, on comptait même aller un peu plus loin. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la cylindrée, le cylindre, en gros, en fonction de sa taille, on envoie de l'air et de l'essence, on fait une explosion, plus le cylindre est gros, plus l'explosion est puissante. Sauf que là, avoir des gros cylindres et envoyer énormément d'essence, ça va coûter une fortune. Alors on va tricher grâce à la Renault RS10. La toute première Formule 1 de l'histoire a imposé la technologie qui va sauver l'automobile de sport, le turbocompresseur. Moteur V6 de seulement 1,5 litres, donc plus petit qu'habituellement, mais une puissance de 520 chevaux pour une vitesse max qui dépasse 300 km/h. Dans les années 70, un moteur de 4,5 litres, ça sortait environ 300-400 chevaux. Là, il y a un moteur d'1,5 litre et ça sort 525 chevaux. Et du coup, le moteur, il consomme beaucoup moins. Mais alors, comment c'est possible ? C'est grâce au turbocompresseur. Jusqu'ici, la fumée qui s'échappe par le pot d'échappement est perdue. Ça paraît normal, mais en fait, c'est du gaspillage d'énergie. Donc ce qu'on va faire avec le turbo, c'est qu'on va placer une petite hélice sur le chemin de cette fumée qui va faire tourner l'hélice. Cette première hélice est reliée à une deuxième hélice qui est à l'entrée d'air du moteur, donc elle gave le moteur d'air. Et comme on l'a dit, plus d'air, donc on peut mettre plus d'essence, donc explosion plus forte et plus de puissance. Le moteur est plus petit, donc il consomme moins, mais surtout, ça veut dire qu'il est plus léger. Donc comme la voiture pèse moins lourd, ça veut dire encore plus de vitesse. Et surtout, on a un moteur d'1,5 litre qui développe autant de puissance qu'un moteur de 4,5 litres parce que sur celle-ci, il y a 2 turbocompresseurs. Et si cette Renault RS10 est mythique, c'est parce que c'est elle qui va imposer cette innovation.
Et comme d'habitude, les innovations en Formule 1 finissent par se retrouver dans les voitures du quotidien. Du coup, les constructeurs commencent à s'en inspirer et le turbocompresseur arrive dans les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Sauf que là, on commence à arriver aux limites de ce que l'humain peut faire. Parce que pour que ces turbos fonctionnent parfaitement, qu'ils cassent pas et qu'ils ne consomment pas une goutte de trop, faut les régler à la perfection. Et un mécanicien, lui, il aura beau faire tous les réglages qu'il veut, il peut pas être là à la régler en temps réel. Et de toute façon, il va forcément être limité en quelque sorte. Donc là, vraiment, comment on fait pour aller encore plus loin sur ces voitures? Est-ce que vous voyez le sable? Bon, j'imagine que vous voyez. Ce qu'il y a d'intéressant avec le sable, c'est que si on le purifie, on obtient quelque chose qui s'appelle le silicium. Et ce qu'il y a de bien avec le silicium, c'est que c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. C'est-à-dire qu'on peut décider s'il laisse passer le courant ou pas. Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que dans les années 90, avec le silicium, on va fabriquer des puces électroniques. C'est des sortes de petits cerveaux qu'on peut retrouver dans des objets que vous connaissez peut-être, qu'on appelle l'ordinateur par exemple. Bizarre comme mot, mais pourquoi pas? Bref, on arrive dans ce qu'on appelle l'ère du silicium. Cette voiture, c'est le boss final de l'ère thermique. Elle est tellement puissante qu'un humain seul ne pourrait pas la contrôler. 2020, la Mercedes W11. C'est le maximum de ce que le silicium nous a permis d'atteindre sur un moteur thermique. V6 turbo hybride de seulement 1,6 litres. C'est le volume du moteur d'une petite citadine. Poids 746 kg avec le pilote à bord. Vitesse max plus de 350 km/h. Mais c'est surtout sa vitesse dans les virages qui défie la gravité. Sans ces calculateurs pour gérer en permanence la gestion de la répartition de l'énergie, l'aérodynamisme, etc., la voiture s'autodétruirait ou s'envolerait directement. On a rendu l'explosion thermique parfaite. On a le corps avec le moteur et le cerveau avec l'ordinateur. Mais surtout, ça va nous servir pour la suite. Avec cette voiture, Mercedes a réussi l'exploit de dépasser les 50% d'efficacité thermique. En gros, plus de la moitié de l'énergie contenue dans l'essence va être transformée en pur mouvement. Donc on n'a que 50% de l'énergie qui est gâchée sur cette voiture. Pour comparer avec les moteurs à essence classiques, si tu prends par exemple une Clio ou n'importe quelle voiture, on est plus à 30%, donc il y a 70% de l'énergie qui est gâchée. Cette efficacité de 50%, c'est grâce à ces deux moteurs électriques qui sont pas là pour remplacer l'essence, mais qui sont là pour venir booster le moteur. Parce que cette électricité, elle sert à deux choses. Elle va éliminer le temps de réponse du turbo et elle va venir ajouter 160 chevaux directement dans les roues. Donc là, ça y est, on est en haut de la pyramide de l'ère thermique. Mais paradoxalement, on a aussi atteint ce qu'on appelle l'impasse chimique du moteur thermique. La majorité de l'énergie produite par le moteur thermique, elle est gâchée, et pendant ce temps-là, les normes anti-pollution, elles évoluent. On aura beau ajouter des capteurs partout, etc., faire ce qu'on veut, du pétrole qui brûle, dans tous les cas, ça rejette de la chaleur et du gaz. Et super intéressant, là on est arrivé à un point où pour gagner 1% de propreté en plus, il faudrait doubler la complexité du moteur. L'impasse chimique. Et si vous voulez la preuve ultime qu'on a atteint le plafond de verre de l'ère thermique, cette Lamborghini Essenza, elle embarque un V12 atmosphérique, l'un des plus puissants jamais créés par la marque. Cette voiture, c'est totalement illégal de la conduire sur route à cause de nos lois anti-pollution. On arrive à un moment où on peut plus faire mieux de toute façon parce qu'il y a des lois qui rendraient la conduite sur route de certaines voitures totalement illégale. Alors on va changer les muscles et une des innovations qu'on a vues au début de ce documentaire avec la Jamais Contente va faire son grand retour 100 ans plus tard. Bon, vous vous doutez de ce que c'est parce qu'on est en train de le vivre, c'est l'électrique. Mais la question, c'est de savoir où est-ce que cette course à la technologie va vraiment nous mener dans les années à venir. Il est temps de comprendre comment une petite citadine va propulser 120 ans d'histoire automobile dans une toute nouvelle ère. Prends ton manteau, on passe chez Renault et on retourne à Reims. Si j'ai choisi cette voiture pour parler de l'ère de l'électrique, c'est pas par hasard. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en 1973, le monde a connu son premier choc pétrolier et les prix de l'essence ont explosé. En 1972, un an plus tôt, Renault avait déjà anticipé une société qui était en train de changer. Déjà l'urbanisation, mais surtout les femmes qui peuvent enfin avoir un travail et ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Ça déclenche l'explosion des femmes cadres, employées de bureau, etc. Et surtout, elles deviennent financièrement indépendantes. La Renault est le premier à comprendre qu'elles vont avoir besoin de leur propre véhicule. Et ils sortent la Renault 5 avec laquelle ils vont cibler les femmes et les jeunes avec une voiture qui est polyvalente, pas chère et surtout qui consomme très peu. 4,5 litres au 100 km. Sauf que 18 mois plus tard, les prix de l'essence explosent, les stations-service ferment et c'est la panique. Et là, Renault se retrouve avec l'arme absolue entre les mains. Sa R5, elle consomme presque rien et elle devient instantanément la réponse thermique populaire à la plus grande crise énergétique du siècle. 50 ans plus tard, l'histoire se répète. Au moment précis où l'automobile thermique touche son plafond de verre environnemental, ou impasse chimique comme on a dit, elle revient. La Renault 5 e-Tech.
Moteur électrique, puissance de 150 chevaux ou 110 kW, pour une vitesse max de 150 km/h bridée électroniquement. On cherche plus la vitesse mais l'efficience. Autonomie sur le modèle qu'on utilise, 410 km. Ce qui est fou avec l'électrique, c'est vraiment... Waouh, il y a tout qu'à voler à l'arrière. D'un coup t'appuies, tu t'envoles en fait, c'est fou. Et ce qui est fou, c'est que depuis le début du documentaire, donc on a testé Fardier, la Forte, la Ferrari, la Bugatti, la Renault 4 chevaux, à chaque fois ce sont des sensations qui sont très cool, mais qui sont pas comparables entre elles. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit sur la Mercedes W11. Les meilleurs ingénieurs du monde ont mis un siècle pour réussir à transformer 50% de l'énergie de l'essence en mouvement. Et sur une voiture du quotidien, par exemple, sur un moteur diesel, c'est 60% de perte, et sur un moteur essence, c'est 70% de perte. 70% de ce qu'on paye à la pompe est jeté à la poubelle. Donc sur un plein à 100 €, 70 € est jeté à la poubelle. Quand on sait ça, ça fait encore plus mal de faire le plein. Sur cette voiture, l'efficience de son moteur, c'est 90%. Et le rendement global d'une voiture électrique, c'est 75-80%, donc seulement 20% de perte. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la technologie musicale, on retrouve exactement le même principe. En fait, les voitures thermiques sont au vinyle, ce que les voitures électriques sont au numérique. Le moteur thermique, c'est le disque vinyle. C'est imparfait, ça frotte, ça chauffe, ça fait du bruit, mais c'est justement pour ça que c'est vivant. C'est pour ça qu'un V12 ou qu'un compresseur Bugatti nous donne des frissons. L'électrique, c'est le fichier numérique haute définition. C'est d'une efficacité redoutable. Le problème, c'est que c'est une perfection plus froide. Mais aujourd'hui, on écoute des fichiers numériques en streaming parce que c'est plus pratique et que c'est une innovation qui a résolu plein de problèmes que les vinyles avaient. Ça n'empêche que s'écouter un vinyle de temps en temps, c'est quand même autre chose. Il a vu une caméra. La caméra, ça fait faire des trucs bizarres, hein. Alors le plus probable, c'est qu'il se passe à peu près la même chose avec l'automobile. Le monde va peu à peu glisser vers l'électrique, mais il restera toujours des passionnés qui continueront à collectionner et à utiliser des vinyles. Mais il y a une question hyper importante à laquelle on n'a toujours pas répondu. En 250 ans, on est quand même passé d'un chariot en bois qui avance à la vapeur à une automobile bourrée d'innovations technologiques qui était encore inimaginable il y a 50 ans. Pourquoi est-ce que l'humain ne peut pas s'empêcher d'innover, d'aller toujours plus loin, de tout pousser au maximum, jusqu'à atteindre, comme avec le thermique, des impasses chimiques ou physiques? Pourquoi est-ce que l'humain est la seule espèce sur Terre à faire ça? Avant d'y répondre, déjà, je suis obligé de remercier les 11 000 personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci vraiment d'être le carburant de tout ça, sans mauvais jeu de mots. Pour comprendre pourquoi l'humain ne peut pas s'empêcher d'innover, les biologistes de l'évolution et les scientifiques ont une réponse assez fascinante. Parce qu'il y a d'autres espèces qui utilisent des outils. Un chimpanzé, par exemple, il peut utiliser un caillou pour casser une noix, mais le chimpanzé d'aujourd'hui, il utilise toujours le même caillou que son ancêtre il y a 1 million d'années. L'humain, lui, c'est la seule espèce qui est sujette à ce qu'on appelle l'effet cliquet, un peu comme ce qu'on a vu sur le Fardier au tout début de la vidéo d'ailleurs. Le vrai moteur de cette quête, comme d'habitude, il est logé dans notre cerveau. Notre cerveau, il fonctionne par codage prédictif. En gros, c'est une machine biologique qui est conçue pour anticiper le futur, réduire les frictions et économiser notre propre énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de tout prévoir et qu'on prend des raccourcis quand on marche. Sauf que pour nous pousser à explorer, l'évolution nous a doté d'un truc que vous connaissez certainement, la dopamine. Et la dopamine, elle nous récompense pas quand on atteint le but, elle nous récompense quand on cherche à faire mieux. L'humain est biologiquement programmé pour être insatiable, jamais content. En fait, l'automobile, c'est le miroir de notre propre cerveau. C'est une machine qui cherche à repousser les limites de l'espace, du temps et de la chimie. On s'arrêtera jamais parce que renoncer à innover, ce serait renoncer à ce qui nous rend humains. Alors pour faire court, voilà ce qui s'est passé. L'humain. Vous avez compris, c'est par rapport au début, j'ai repris la même phrase. Alors voilà ce qui s'est passé, l'humain. Allez, ciao!